BDO. J'ai toujours considéré que l'argent était une énergie. Tous les deux, on s'est regardés, on s'est dit, mais nous, la France nous a tout donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Quand on accepte la contradiction et qu'on l'écoute, ça c'est magique. On se rend très vite compte que ce qui est important pour soi n'est peut-être pas important pour l'autre, et ce qui est urgent pour l'un n'est pas forcément urgent pour l'autre. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités exceptionnels, Clara Guémard et Gonzague de Blinière, les CEO et fondateurs du groupe Raise. Clara est une femme d'affaires renommée, une personnalité publique influente, diplômée de l'IEP Paris et de l'ENA. Clara a débuté sa carrière dans la haute fonction publique avant de rejoindre General Electric où elle a occupé des postes de direction, notamment en tant que présidente de GE France et vice-présidente de GE International. Gonzague, de son côté, est un financier et une personnalité majeure du monde du capital investissement. Il passe par le groupe Paribas avant de cofonder Equiston Partners, une société de capital investissement soutenant les PME à fort potentiel et qui deviendra, sous sa direction, l'un des principaux acteurs du secteur en Europe. En 2014, Clara et Gonzague s'associent et cofondent Raise, une entreprise qui allie performance économique et impact social en investissant dans les PME et en soutenant l'entrepreneuriat. Raise est une entreprise d'investissement innovante qui se distingue par son engagement envers la durabilité et l'impact social. L'entreprise a connu une forte croissance, soutenant de nombreuses entreprises françaises et promouvant des initiatives philanthropiques à travers la fondation Raise Sherpa. C'est donc un épisode à la croisée du business et de l'engagement social que je vous propose aujourd'hui. Bonjour Clara, bonjour Gonzague. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux. Ça met toujours un peu de pression quand j'ai deux invités. On va essayer de faire ça le mieux possible. Je suis très heureux de vous avoir. Je suis très admiratif de ce que vous avez fait. Je pense que ça va beaucoup intéresser les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas encore l'histoire de Raise, de savoir ce qui s'est passé. Peut-être en première question, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre rencontre ? Comment vous vous êtes rencontrés et puis comment est venue l'idée de Raise ? Notre rencontre, elle a été provoquée par quelqu'un qui s'appelait Claude Bébéard, qui nous avait mis en relation. Claude m'avait dit, écoute, elle est chez General Electric, elle a beaucoup d'enfants, et franchement, elle a peut-être envie de regarder ailleurs. Les fonds d'investissement, ça peut être super pour elle. À l'époque, j'étais chez Equiston, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, j'ai dit très simplement ce qu'on faisait dans notre métier, avec mes mots à moi, et lui ai dit aussi très simplement qu'à l'époque, il n'y avait pas de place pour elle. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est marrant, c'est pas du tout la même lecture. Je me souviens pas de la même chose. Non, si, c'est pas vrai. C'est effectivement Claude Bébéard qui nous a fait nous rencontrer parce qu'à l'époque, j'étais effectivement à la tête de General Electric France et de GE International. Et j'avais envie d'être aux commandes d'une entreprise plus petite. Et donc, Claude avait pensé que ce serait intéressant que je rencontre Gonzague, qui, en tant qu'investisseur, de temps en temps, avait besoin de changer des patrons à la tête des entreprises dans lesquelles ils avaient investi. Mais ce qui est vrai, c'est que le déjeuner a tout de suite tourné sur le métier d'investisseur, parce que Gonzague a une vraie passion de son métier, et surtout, il a une manière de le raconter que je n'avais jamais entendue. Quand j'étais chez GE, je voyais beaucoup de fonds d'investissement ou des banquiers d'affaires qui venaient me voir pour me proposer des acquisitions, de céder certaines parties de General Electric, et je les trouvais tous très professionnels, mais j'avais pas du tout envie de partir en week-end avec eux. Il y avait que des questions de TRI, de budget, de choses comme ça. Et Gonzague a commencé à me raconter les histoires et les aventures avec les entrepreneurs qu'il a accompagnés pendant, ça faisait 35 ans que tu faisais ce métier-là. Et là, j'ai compris la passion du métier. J'ai compris ce que c'était qu'un métier d'investisseur. Bien sûr, c'est l'argent des autres. Bien sûr, il faut faire un métier très rigoureux pour bien comprendre le marché, comprendre les opportunités, etc. Mais c'est d'abord une question d'une rencontre et de confiance entre une équipe dirigeante et une équipe d'investisseurs. Et c'est là où moi j'ai eu le déclic en me disant que effectivement j'aimerais beaucoup travailler, non pas dans un fonds d'investissement, mais avec Gonzague, dans cet esprit qui est un esprit de confiance, de respect, de temps long avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Tu peux nous partager ça, Gonzague, d'ailleurs, la manière dont tu as décrit le métier à Clara, parce que alors, nous, c'est un métier qu'on connaît bien, soit parce qu'on travaille avec l'industrie, soit parce que beaucoup de nos collaborateurs rêvent la transition naturelle. Ils commencent chez nous en audit, ils vont en TS, puis du M&A, et puis ensuite ils veulent partir dans le private equity. Mais il y a quand même effectivement cette image très financier, très retour sur investissement, voilà, faire fructifier l'argent d'investisseurs. Avec tes mots, est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne l'industrie et ta vision du private equity ? La première chose, c'est que moi, j'ai toujours considéré que l'argent était une énergie.
À titre personnel, on fait des choses magiques avec un peu d'argent, et à titre professionnel, on peut faire des choses magiques. Le deuxième constat, c'est qu'une entreprise, elle a besoin de grandir et de s'en transmettre. Et parfois aussi de se sauver. Bon. Et pour grandir, une entreprise a souvent besoin de fonds propres. Et quand vous mettez en relation une équipe d'hommes et de femmes qui ont envie de faire grandir leur projet, qui est leur projet d'entreprise, avec l'énergie d'entrepreneurs qui ont collecté de l'argent pour le réinjecter dans cette entreprise, on parle souvent d'equity story. C'est une aventure entrepreneuriale exceptionnelle. Quand vous avez une entreprise qui a besoin d'être transmise, vous avez souvent des entrepreneurs qui ont créé leur boîte, qui n'ont pas envie de la vendre à leurs concurrents, qui n'ont pas envie de la mettre en bourse, qui n'ont pas envie de la vendre à un fonds d'LBO pur et dur, et qui se disent, au fond, pourquoi je pourrais pas la transmettre à mes entrepreneurs? Quoi de plus beau que de voir ces collaborateurs qui viennent vous voir en disant, moi, je vais lever de l'argent pour pouvoir vous racheter votre entreprise. Et c'est là où, moi, je dis à chaque fois, j'adore être dans les comités d'investissement. Pourquoi? Parce que quand depuis 40 ans, vous avez vu le couple, le projet et les gens, et que vous sentez si les gens sont capables de mettre en œuvre le projet qu'ils vous proposent, parce que ça, c'est du feeling, c'est merveilleux. Et quand on voit 2 ans, 3 ans, 4 ans après qu'on a été au-delà ou en deçà, mais qu'on a eu une aventure pour y arriver, c'est juste magique. Donc c'est là où j'ai toujours adoré ce métier. Il y a un moment, on a une petite frustration, on a envie de dire pourquoi pas le faire moi-même et de racheter une boîte moi-même. Mais en fait, je regrette pas un instant parce que à chaque fois, je rencontre énormément d'hommes et de femmes qui ont des projets et qui vont chercher de l'énergie, c'est l'argent, collecté par des sociétés de gestion comme nous, comme Raise, pour l'investir dans l'entreprise. C'est ça pour moi le métier, faire grandir et transmettre. Et puis en fait, on l'a faite, l'entreprise nous-mêmes. Et on l'a fait. Absolument. On a fait notre entreprise Exact. pour pouvoir faire ce métier. Et à quel moment, justement, vous vous êtes dit... C'est venu assez vite. On s'est rencontrés sur un deal que General Electric voulait faire, qui était un dossier de convertible. Et il se trouve que Equistone était un des 3 actionnaires de cette entreprise et on voulait le faire de façon un peu confidentielle. Et donc, j'ai appelé Gonzague que j'avais rencontré grâce à ce déjeuner avec Claude Bébéard. Et pour être honnête, on a clos l'opération en 3 mois extrêmement rapidement et dans la confiance. Et à partir de ce moment-là, on a eu cette relation de travail où on a vu que c'était possible de faire les choses sans avoir... bien sûr, il y avait les banquiers, il y avait les avocats, etc. Mais la confiance a fait qu'on a pu dealer très vite sur les grandes conditions de ce rachat. Et un jour, Gonzague m'avait appelé pour qu'on déjeune ensemble. C'est le jour où il y avait l'article de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Moi, j'étais à l'époque présidente du Once Forum. J'avais avant General Electric, était présidente de Invest in France, l'agence qui attirait les investisseurs étrangers en France. Donc, j'avais quand même l'amour de la France, même si je suis franco-danoise, je ne suis pas que française. Et peut-être justement parce que j'ai cette moitié-là, je reconnais mieux l'amour de la France que les Français pure souche, de temps en temps, je me dis. Et je savais à quel point la France avait du talent, avait une capacité à réussir, parce que je l'avais vendue à l'étranger, que je le vendais moi-même tous les jours auprès des dirigeants américains qui lisaient la presse française et qui disaient ça va pas. Mais en fait, on réussissait et on avait des résultats meilleurs en France que dans d'autres pays. Et Gonzague a toujours eu des actions sur la philanthropie entrepreneuriale. Et on s'est dit tous les deux, on s'est regardés, on s'est dit mais nous, la France nous a tout donné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et surtout, aider les jeunes dont les parents ne croient plus dans leur pays à croire dans leur pays. Et c'est là où on a beaucoup brainstormé, en fait, avant de revenir à quelque chose de raisonnable. Et je pense que c'est assez caractéristique de la façon dont tu as fait grandir Raise. C'est que on part d'abord dans des rêves un peu romantiques, si je puis dire, un peu stratosphériques. Et puis après, on devient opérationnel, concret et comment on va pouvoir faire. On avait envie de faire une entreprise qui déclare l'amour à notre pays. Et la façon dont on pouvait déclarer cet amour, c'est de se dire que c'était le tout début de la Startup Nation des entrepreneurs. C'est d'aider les entrepreneurs, ceux qu'on admire parce que ils ouvrent le monde, parce qu'ils créent des nouvelles opportunités, parce qu'ils inventent des nouvelles manières de faire, parce que, comme ils savent pas que c'est impossible ou très difficile, ils le font. C'est ça, un entrepreneur. Comment on pouvait les aider? Et c'est là qu'on a eu l'idée de se dire qu'on allait créer une fondation pour aider les entrepreneurs et que, comme on n'avait pas du tout envie de faire la quête, on allait créer une société d'investissement qui allait aller voir les grands corporates, leur dire il faut aider les PME qui ne sont pas assez capitalisées, qui sont pas assez internationales et qui sont trop petites. On va investir dedans, on va les faire grandir en minoritaire en faisant confiance aux dirigeants. Et nous,
l'équipe, on va donner 50% de notre caride à une fondation qui va accompagner les entrepreneurs. Ça, c'est le point de départ de Raise. Ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement la fondation qui a été l'idée de départ, donc Absolument. l'impact C'est sociétal. le cœur. Ouais. Et pour la financer, vous vous êtes dit finalement vous Ouais. allez faire votre métier. Oui, parce que notre fondation a aujourd'hui une trentaine de millions d'euros, plus une soixantaine de millions d'euros grâce au Crédit Agricole Île-de-France, mais jamais on n'aurait pu trouver 30 millions d'euros en faisant la quête, en allant chercher des mécènes. Par contre, on les a eu assez vite parce que des actionnaires nous ont fait une avance sur ce don. Et c'était vraiment l'objet de la création de Raise, c'était cette fondation. En fait, depuis 15 ans, on parle de plus en plus du sens, du bien commun, du pacte PME, le fait que l'entreprise en silo, ça n'existe plus, que l'entreprise est au cœur de la société, doit s'occuper de la société. Et en fait, on a le sentiment que de plus en plus, l'entreprise est un acteur majeur de notre société. Et quand on voit tout ce qui se passe autour avec l'impact, avec la biodiversité, avec la pollution, l'entreprise est un acteur majeur qui doit agir sur tous ces sujets-là. Raise, c'est quoi? C'est un village sur lequel on a remis au centre toute cette discussion entre les grands groupes, les grandes institutions, les start-up, les ONG maintenant qui vont s'occuper de la biodiversité, de l'insertion, de l'éducation, etc. Et tout ce monde-là, on le fait de façon organisée. C'est pas de façon spontanée comme est souvent fait la générosité en France. La philanthropie, c'est tiens, je rencontre quelqu'un qui a une assoce qui est géniale, qui est sympa, je vais lui donner un peu d'argent. Une entreprise, un grand groupe se dit, je vais définir dans la mission de mon entreprise le fait d'aider cette association de façon régulière avec ma propre fondation. Là, c'est le métier qui, dès le départ, a été conçu pour que tous ces gens se parlent et tous ces gens grandissent ensemble et s'entraident autrement que par uniquement l'énergie, c'est-à-dire l'argent qu'on leur donne. On les accompagne, on les aide à faire grandir. Ça, c'est super. Sachant qu'aussi, donc c'est parti de la fondation où vous avez créé la société de gestion, mais je dirais les entreprises dans lesquelles vous investissez, il y a une thèse particulière où vous investissez partout en fonction des besoins et des gens qui vous présentent des projets pour derrière financer via votre fondation, où il y a vraiment une catégorie type d'entreprise. On va dire quand même que dans le cœur de métier d'investissement, on avait envie de le faire autrement. Comme l'a dit Gonzague, l'argent, c'est une énergie que vous transmettez à des gens que vous admirez pour qu'ils le fassent fructifier. Et dans le métier d'investissement, on a déjà été originaux, d'abord parce qu'on a fait un fonds Evergreen, et ensuite, parce qu'on a décidé d'être minoritaire, à l'époque, tous les fonds étaient majoritaires, faisaient du LBO parce qu'on gagnait beaucoup plus d'argent en faisant du LBO qu'en faisant du minoritaire. Et la raison pour laquelle on a choisi de faire du minoritaire, c'était justement cette question de la confiance. C'était que ça nous a permis d'investir dans des belles PME qui s'étaient développées avec de la dette et qui brusquement avaient besoin pour passer le pas d'après, soit aller à l'international, soit développer une nouvelle technologie, soit vraiment faire un saut majeur, avaient besoin de quelqu'un à côté d'eux qui mette du capital patient, citoyen, rentable, et qu'ils ne se disent pas que dans 2-3 ans, ils seraient rachetés par ce fonds. Nous, on faisait cette promesse aux entrepreneurs en disant, nous, on va vous accompagner. Et en plus de ça, comme on est Evergreen, on sortira quand vous voulez qu'on sorte. Puisque, en fait, votre histoire est notre histoire. Mais on n'a pas le calendrier d'un fonds qui doit se liquider à telle date. Tu dois pas faire x2 au bout de 5 ans. Et donc, tu n'es pas obligé de faire x2 au bout de 5 ans parce que sinon, nous, on ne saura pas quelle histoire raconter à nos investisseurs. Et donc, ça nous a permis de faire tout de suite des deals, des dossiers qui étaient hors marché et en direct avec des belles PME qui avaient tout simplement un peu un regard méfiant vis-à-vis de tout ce qu'on disait sur les fonds d'investissement, en disant si je mets le pied dans un fonds d'investissement, je vais me faire croquer. Donc, dans notre démarche globale, on est au service des entreprises, on est là longtemps et on peut apporter tout un accompagnement. Et le fait qu'on ait cette générosité nous a permis de créer cette fondation Raise Sherpa qui est tout de suite devenue un peu un lieu de place. On avait lancé les Mardi Raise qui, tous les mois, faisaient rencontrer un grand patron, un spécialiste du secteur et une start-up. Donc déjà, on avait créé les bases de l'écosystème qui est le cœur de Raise, qui est cette rencontre entre les grands groupes, les start-up, les experts, etc., qui fait qu'on arrive à être à la pointe. Et c'est pour ça qu'on se dit pionnier de la finance engagée, à la fois sur les mesures de l'impact, sur le digital, sur l'entreprise à mission, puisqu'on a tous ces compétences qui sont réunies. Et au fond, c'est cette manière de faire en disant que, Gonzague disait souvent qu'on n'avait pas du tout l'intention d'être les plus riches du cimetière. Mais si on avait pu permettre à beaucoup d'entreprises de grandir, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Raise.
Rise, ça veut dire se lever et grandir. En anglais, ça a plein d'expressions différentes. Et je pense que si on devait résumer en un mot ce qui nous anime, Gonzague et moi, c'est la joie, le plaisir de se dire que notre métier, c'est d'aider à faire grandir les entreprises, nos collaborateurs et les startups qu'on accompagne. C'est quelque chose d'extrêmement réjouissant. Sur ce sujet du caride, notamment, tu disais que vous reversez 50% du caride à la fondation. Vous étiez les premiers à faire ça? Alors, je pense qu'on est non seulement les premiers, mais qu'on est encore les seuls. Les seuls. Et les seuls dans le monde. Alors, il y en a d'autres qui le font, mais ça leur est imposé. Par exemple, la BPI, ils n'ont pas de caride. Donc, la totalité des revenus vient à l'État. Mais c'est notre formule. Pour le mettre en place, si personne n'a suivi derrière, moi, la question que ça m'amène, c'est pourquoi est-ce que personne n'a suivi? Parce qu'a priori, c'est une bonne idée. Ça a créé, j'imagine, contribué au développement de Rise et à son impact. Pourquoi, selon vous, vous n'avez pas été suivi sur ce sujet-là? D'abord parce que c'est beaucoup plus facile de démarrer from scratch. Quand vous avez un fonds d'investissement qui existe depuis longtemps, quand vous appelez Ardian ou Euraseo, c'est très compliqué d'aller expliquer à vos collaborateurs qu'il va falloir qu'ils donnent 50% de ce qu'ils gagnent. C'est une révolution. Nous, on a démarré sur ce principe-là. Et comme Rise Sherpa est à l'intérieur de nos murs, nos collaborateurs voient très directement où va leur argent, à quoi il sert et à qui il sert et ce qu'ils deviennent. Et quand les premiers prêts d'honneur qu'on a fait sont allés à Mano Mano ou à Cheers ou à Celency ou à Exotech, Miro, qui sont Legal Start, qui sont devenus soit des licornes, soit des très très belles entreprises, et puis qu'ils les connaissent personnellement, ils les ont accompagnés au début, ils les ont aidés, que ça a créé aussi tout un écosystème d'experts qui se sont dit « mais moi j'ai envie de donner du temps pro bono » et tout ça. Ça a créé une fierté incroyable. C'est un peu comme à l'école, quand celui qui est le plus doué sait faire le puzzle, et que la maîtresse, plutôt que lui dit « attends que les autres aient terminé », lui dit « apprends aux autres à faire le puzzle ». Vous avez une double fierté. Et puis, il y en a quand même quelques-uns qui nous ont suivis. C'est-à-dire qu'on a quelques fonds qui ont pris notre système. Et d'ailleurs, en venant avec notre accord, parce qu'on était ravis, copier ce qu'on avait fait, et c'est très bien. Alors, pas 50%, mais moins, 30% ou un peu moins. Il y a aussi une autre chose, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ils cherchent à être fiers de leur boîte, fiers de leur boulot, et donner du sens à leur boulot, sans être ennemis de leur intérêt. Mais le monde de la finance n'est pas exonéré de ce genre de démarche. Quand on a commencé, c'est vrai que beaucoup de gens nous disaient « vous aurez du mal à recruter si vous commencez à les payer la moitié du marché ». Mais on n'a aucun mal. Et même, on vient nous les piquer chez nous. Et pas pour des raisons financières, c'est parce que les gens, ils se disent, ils ont un supplément d'âme, ils ont l'approche de l'impact, ils ont l'approche de la diversité, ils ont l'approche de l'ESR, ils ont une approche de ça. Comme on a une approche assez nouvelle, ils savent ce que c'est qu'une start-up, un grand groupe, une ATI. Donc, les gens qui viennent chez nous, ils sont très très fiers de leur boîte. Et quand un entrepreneur a le choix entre plusieurs investisseurs et qui voit les gens de Rise qui arrivent avec leur philanthropie, avec leur bouille, avec leur joie de vivre, avec leur professionnalisme, parce que on est professionnel, et avec un actionnariat de qualité, parce qu'on donne les mêmes performances que les autres font, je veux dire que souvent on est choisi. Alors bien sûr, parfois on perd, mais souvent on est choisi pour ça. Et quand on est choisi pour ça, comme le disait Clara, comme nous on est au service et entre les mains de l'entrepreneur, c'est deux âmes qui se rencontrent un peu. Vous savez, l'entrepreneur c'est un homme de cœur. Je pense qu'on est entrepreneur nous-mêmes, et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Et quand il a ce gros cœur, et quand il vibre ce gros cœur avec son futur partenaire, généralement, ça marche. Après, il y a des règles, des prix, des valorisations, bien sûr, ça joue, mais c'est le cœur qui joue d'abord. Vous avez une idée de l'impact que vous avez eu avec Rise depuis sa création? Alors, c'est une bonne question parce que ça dépend ce qu'on appelle l'impact. Ce qu'on peut mesurer, c'est le fait d'abord qu'on est entreprise à mission, qu'on a la parité totale. Donc, déjà, en termes d'impact, pour le changement du marché, aujourd'hui, la plupart des fonds cherchent à être à parité totale. Nous, on l'est déjà. L'autre chose qu'on peut mesurer, c'est que ça nous a donné aussi la capacité de créer un fonds d'impact qui a été le premier par sa taille à pouvoir adresser les besoins des PME à impact, puisqu'on a 260 millions. La plupart des fonds d'impact étaient des petits fonds qui donc adressent les startups, mais pas les PME. Donc ça, c'est un changement assez radical, et que dans ce fonds, on a créé une méthodologie qui est aujourd'hui utilisée par d'autres, qu'on appelle MMI, et qui est une méthodologie qui permet en croissance et en volume de mesurer la croissance en volume et en valeur, l'impact, et donc d'avoir des KPIs qui sont des chiffres objectivés de l'impact que notre investissement a dans les participations
et des participations elles-mêmes, comment elles ont un impact sur le marché. Pour donner un exemple concret, on a investi dans une entreprise qui fait des phéromones, qui est un substitut aux pesticides en utilisant la confusion sexuelle des insectes. Eh bien, leur croissance a permis d'éviter les pesticides consommés en Espagne et en Pologne. C'est juste massif, en fait. M2I Group. Ouais, M2I, oui. Ouais. C'est massif. Et ça permet de calculer ça. Et donc, nous, on peut mesurer non seulement l'impact que nous avons, nous, directement, mais l'impact qu'ont nos participations sur l'économie. Ce qu'on mesure moins, mais qui nous semble, pour nous, absolument déterminant, c'est la mesure de la générosité. Nous, ce dont on est convaincus et dont on est extrêmement fiers, Gonzague et moi, et toute l'équipe, c'est qu'on a démontré que la générosité est un moteur économique. Et pour revenir au recrutement, on a la conviction, tous les deux, que les gens qui sont généreux sont des gens curieux. Parce que quand on s'intéresse pas à l'autre, on va pas lui donner. Donc c'est parce qu'on a une curiosité vis-à-vis de l'autre qu'on se dit on va l'aider, on va l'accompagner et on va être généreux. Le monde du private equity, comme peut-être toutes les entreprises, a besoin de gens curieux. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, l'IA, c'est quoi cette nouvelle manière de faire de l'agriculture, c'est quoi, etc. En fait, la richesse du métier d'investisseur, c'est bien sûr la rigueur économique, la rigueur d'analyse, les compétences financières, mais c'est d'abord des gens curieux qui savent poser les bonnes questions. Un mauvais investisseur, c'est quelqu'un qui pose pas les bonnes questions. Et un bon investisseur, c'est quelqu'un qui pose les bonnes questions. Et pour ça, il faut être curieux. Et en général, les gens curieux, en fait, c'est parce qu'ils aiment et donc ils sont généreux. Il y a un autre impact aussi qu'on aimerait avoir et qu'on pense avoir un peu, c'est sur le monde de la finance. Parce que on a quand même l'intime conviction que si on continue comme ça, sans se remettre un peu en question et sans essayer de partager un peu plus, sans être forcément au détriment de la performance, on va avoir du mal à mieux vivre ensemble. Et donc on essaye de démontrer, avec l'impact que peut avoir Raise sur l'environnement de la finance et entre autres du private equity, c'est que démontrer que une finance bienveillante, c'est incroyablement efficace. Une finance à impact, c'est incroyablement efficace. Une finance philanthropique dès sa naissance, c'est incroyablement efficace. Et en plus, c'est efficace et ça fait pas trop mal à ceux qui investissent chez nous. Au contraire, parfois, ça les rassure, ça leur fait cocher certaines cases puisqu'ils ont des exigences étant cotées et leur performance est aussi bonne. Donc c'est ça, ce double impact. On a notre propre impact par notre métier, puis aussi l'impact qu'on veut avoir sur le monde de la finance, qui est important pour nous. Peut-être qu'on peut rajouter, et tu pourrais développer, c'est que notre fierté aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on a bâti Raise pendant 10 ans sur notre propre générosité, en disant à nos investisseurs, aux entreprises dans lesquelles on investissait, c'est nous qui allons donner, donc on vous demande rien. Mais on a réussi à craquer le fait qu'on donne la contagion de la générosité avec le fonds Investir pour l'enfance, qui est un fonds de partage. En fait, quand tu vas voir une grande institution, un grand groupe bancaire, et que tu lui dis, voilà, j'ai une association qui s'appelle Espérance Banlieue et Institut Imagine, le centre de recherche pour Necker, est-ce que vous êtes prêt à donner par votre fondation un peu d'argent? Généralement, l'institution dit oui, je peux donner 50 000, 100 000 euros par an. Et ces associations, quand on les regarde, elles sont en permanence à la recherche d'argent. Nous, on a créé un fonds très simple où on a été voir quelques grands actionnaires, dont des banquiers, des assureurs. Et le même banquier qui disait « je peux donner 50 000 à 100 000 euros par l'association », finalement, par notre système, on a réussi à le convaincre de donner 2,5 millions. Comment? On a créé un fonds de 40 millions d'euros, petit fonds, dans lequel on a Crédit Agricole, AXA, Caisse des dépôts, Natixis, Odo, Ecovea. Et on leur a dit, voilà, on va prendre des petits tickets dans les meilleurs deals de la place. Pour ça, on a réuni avec Clara une quinzaine de sociétés de gestion que l'on connaissait bien. J'en cite quelques-unes, Astorg, MZ, Capsa, Ardian, maintenant Euraseo qui nous a rejoint. Quand vous avez un très très beau deal très gros, plutôt que de mettre 100 millions, 90 millions, 150 millions d'euros, vous allez mettre 97 millions d'euros, 7 millions d'euros. Vous allez laisser un petit bout de ce deal à ce fonds d'investissement. Et tous nos actionnaires ont accepté de donner la moitié de leur plus-value à Espérance Banlieue et ou Institut Imagine. Il n'y a pas d'équipe. Nous, on s'occupe chez Raise, on s'occupe du back-office et de l'animation de ce club. Et c'est la première fois qu'il existe un fonds où les actionnaires ont accepté d'abandonner 50% de leur plus-value. Le fameux banquier qui mettait 50 000 ou 100 000 euros, il a mis 5 millions d'euros dans ce fonds. Ces 5 millions d'euros, si on fait pas de bêtises, ils vont se transformer en 10 millions d'euros. On va faire 2 fois la mise. Les 5 millions d'euros de plus-value, il en donne la moitié, 2,5 millions. Donc, par ce simple système, on a
impliquer les cadres et les salariés de ce grand groupe à cet investissement. Donc, c'est très, très bon pour le groupe qui se soucie beaucoup de son ESG, de son ISR, de donner du sens au business de leurs salariés. Vous imaginez qu'Institut Imagine et Espérance Banlieue, ça fait des sommes colossales, puisque ça fait près de 15-20 millions d'euros qui peuvent arriver dans leur poche, le temps qu'ils auraient mis pour lever cet argent. Et puis, les fonds de private equity, ça donne une petite connotation, je pense au bien commun. Et moi, j'ai choisi pour l'instant Espérance Banlieue, Institut Imagine. Demain, on a d'autres idées, mais tout le monde s'y retrouve. C'est toujours le même principe. Nous sommes une plateforme, nous sommes un village sur lequel on refait travailler ensemble des gens qui travaillaient de façon ponctuelle ensemble. C'était un travail un peu systématique et un peu organisé. Et Rez est quand même, et avec nos équipes, on en est très très fiers. Vous pouvez pas vous imaginer de la mobilisation, du sourire des gens qui bossent sur ce fonds Investir pour l'enfance. Et ils le font pro bono parce qu'ils n'ont pas de caride, ils n'ont pas de salaire particulier là-dessus, ils demandent rien d'ailleurs. Ce qu'ils demandent simplement, c'est d'aller visiter Institut Imagine, de visiter une école d'Espérance Banlieue. C'est une dynamique de dingue. Tout ça dans un contexte de private equity. Au-delà de tout ce qu'a dit Gonzague, il y a plusieurs éléments qui sont magiques. Le premier, c'est que pour les investisseurs et pour les sociétés de gestion, c'est une générosité qui est quasiment indolore, parce que de laisser 2-3 millions sur un gros deal et mettre 5 millions sur quelque chose qui rapportera du 7% au lieu du 15%, c'est pas trop impactant. En même temps, ça fait partie de l'ESG, ça fait partie de tout ce qu'ils peuvent mettre justement dans... Qu'ils peuvent valoriser eux-mêmes. Qu'ils peuvent valoriser eux-mêmes. Ça a des conséquences massives pour les associations qu'on accompagne. C'est vrai que c'est des montants auxquels n'auraient pas accès en une seule fois, enfin de façon aussi importante, les associations qui sont des associations d'excellence qu'on accompagne. Et par ailleurs, ça crée un network. Évidemment, nos collaborateurs qui sont investis connaissent leurs collègues de Raseo, d'Ardian, mais là, ils travaillent ensemble sur un sujet qui les unit par le cœur. Et donc, ça crée une union des forces et un lien d'amitié qui est différent qu'un lien d'amitié purement professionnel, tactique, financier, mais qui est lié avec l'idée que on travaille ensemble sur le bien commun sans que ça change de façon radicale les économies de l'entreprise. Et on est assez fiers. Nous, on demande pas à ce que tous les fonds disent qu'on donne 50% du carry. Nous, on pense que c'est ce qui nous a fait grandir très très vite, parce que ça nous a légitimé sur l'impact, ça nous a légitimé sur les startups, parce que grâce à Sherpa, on connaissait les startups et on a pu faire un fonds venture. C'est ce qui nous légitime aujourd'hui pour faire un fonds d'infrastructure sur la décarbonation. Et donc, ça nous a permis, à Gonzague et à moi, à l'équipe, de croire en nous, sur notre capacité d'aller développer d'autres thèses d'investissement qui n'étaient pas celles sur lesquelles on était au départ, et de créer une vraie plateforme. Et comme on y croit tellement, le fait qu'aujourd'hui cette contagion se fasse dans le secteur, c'est une vraie fierté, et ça prouve aussi que l'innovation dans la générosité, ça marche, et c'est vraiment créateur de valeur. Donc l'innovation, elle n'est pas que tech, elle n'est pas que data, elle n'est pas que il faut résoudre des problèmes techniques, mais non. Quand on mêle l'innovation au cœur du social, au cœur de mécanismes de générosité, ça crée des trucs assez incroyables. Un point que tu as mentionné sur la nécessité de faire grandir les entreprises et sur le besoin de croissance des entreprises. J'ai remis il y a quelques semaines une étude à Olivia Grégoire sur les PME de croissance et sur la nécessité de faire croître les entreprises en France, sur vraiment l'enjeu de croissance des entreprises. Et dans le cadre de ces travaux, on a été confronté à pas mal de dirigeants pour qui l'image du private equity, mais tu l'as mentionné, Gonzague, il y avait un peu une crainte d'ouvrir son capital à un investisseur, une crainte à la croissance même, tout simplement, de dire finalement faire de la croissance, c'est prendre un risque, moi je veux juste transmettre l'entreprise à mes enfants et qu'elle soit pérenne. Comment est-ce que vous répondez à ces entrepreneurs ? Ce qui a poussé à faire croître le private equity de cette manière-là dans le monde entier, c'est les LBO. Parce que on rajoutait à la croissance organique des entreprises, voire la croissance avec la croissance externe des build-up, un effet de levier qui faisait que finalement les TRI devenaient très élevés, supérieurs à 20%. Et tous les investisseurs qui investissent dans ces fonds sont à la recherche du meilleur TRI. D'ailleurs, quand on lève de l'argent avec Clara et les équipes, on nous dit, est-ce que vous êtes dans le premier quartile, le deuxième quartile, etc. Je pense fondamentalement qu'il y a des investisseurs qui sont faits pour du 19% parce qu'ils en ont besoin, d'autres qui sont faits pour du 15%, d'autres qui sont faits pour du 8%, et d'autres qui sont faits pour du 5%.
Voilà. Il y a un seuil au-dessus duquel il faut pas y aller parce que ils vont perdre de l'argent et c'est pas bien, mais il y a des catégories et je pense qu'il faut remettre les catégories de rendement au niveau des problématiques des entreprises. Vous avez des boîtes qui sont des boîtes superbes, qui, comme tu l'as dit très très bien, ne veulent pas de croissance, mais ils marchent très bien. Et il y a des entreprises qui sont des très très belles boîtes qui font 2-3% de croissance, pas de croissance externe, mais qui font vivre 150 personnes, qui tournent, qui sont sur des marchés pérennes, etc. Mais ces boîtes-là, il faut qu'elles aient un avenir aussi. Et les fonds de private equity classiques qui sont dans le premier quartier, elles les regardent même pas. Elle les regarde même pas, sauf à dire, je l'achète pas cher, je mets un effet de levier de malade, et puis j'essaye de façon fictive à me créer un TRI de 13-14%. Donc, c'est un petit peu la promesse qu'on a fait un peu au départ, nous en disant, bien sûr qu'on va essayer d'avoir un TRI du premier quartile, mais comme l'a dit Clara, nous sommes minoritaires, on est au service de votre boîte. Si votre projet, c'est de grandir en faisant de la croissance externe, et en faisant de la croissance externe, nous, on sera là pour vous aider, sans forcément mettre un effet de levier de dingue ou en n'en mettant pas du tout. Et donc, nous, on sera là pour vous aider. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet que nous n'avons pas encore adressé, nous, et qu'il faudra que les gens adressent, c'est la transmission des entreprises qui ont des croissances qui ne correspondent pas au private equity moderne. Il faudra bien les transmettre, ces boîtes-là. Moi, je me souviens un jour d'une entreprise qui s'appelait Desamay, que connaît bien le groupe Sonépar, qui est à Moulins, dans l'Allier. C'est une quincaillerie. Bon, ça fait rêver personne, la quincaillerie. À l'époque, je crois que c'est 250 millions de francs de chiffre d'affaires. Donc 30-40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très grosse quincaillerie. Le type, patron de la boîte, il se baladait dans son usine avec sa blouse grise. Et nous, à l'époque, la Banexi, moi j'avais fait une proposition pour le racheter, mais il m'a dit, mais c'est pas Banexi, à Banexi que je veux le vendre, c'est à vous que je veux le vendre. Donc il voulait me vendre à moi. Je lui ai dit, mais attendez, mais moi, j'ai pas un centime, on parlait de quand même quelques dizaines de milliers de francs, j'ai pas l'argent. Mais il dit, mais vous inquiétez pas, on va pas demander au banquier. Vous allez me payer en dividendes, et puis c'est moi qui ferai le banquier, je ferai la dette. Il faut faire la promotion de ça. Et je suis un peu surpris d'ailleurs que les pouvoirs publics ne se penchent pas un petit peu sur tout ce pan d'activités, d'entreprises à transmettre, qui n'ont pas vraiment d'avantage pour pouvoir les transmettre à ses salariés. On avait créé à l'époque le RES, reprise d'entreprise par les salariés, qui devait favoriser ce genre de démarche. Donc, je crois que malheureusement, le monde est attiré par toujours plus, et le monde des investisseurs sont un peu attirés par toujours plus, et nous, on est plutôt attirés par toujours mieux. Oui, alors peut-être aussi quand même pour répondre aux entrepreneurs qui n'osent pas grandir et qui voient dans les fonds d'investissement le grand méchant loup. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu la chance d'investir dans des entreprises où c'était la première fois qu'ils ouvraient le capital à un investisseur extérieur. Et alors, peut-être qu'ils nous avaient justement choisis à cause de notre culture, mais ce qu'ils nous disent après même 6 mois, c'est que nous, on leur apprend des choses. On leur apprend peut-être un peu plus de rigueur, on peut aussi leur apprendre la performance, mais surtout, on leur ouvre des portes. On leur ouvre des marchés par des rencontres, on leur ouvre des clients, on leur ouvre aussi le savoir-faire de start-up qui peuvent venir les aider à faire des économies en disruptant une méthode qu'ils ont à l'intérieur de leur entreprise. En fait, quand on est patron d'une PME, on est au four et au moulin, et on n'a pas le temps de comprendre le monde qui change. Et aujourd'hui, il change extrêmement vite. Et en faisant partie de l'écosystème de Raise, nous, on a en fait aussi, on a un peu une école de formation parce qu'on a des podcasts quasiment tous les jours pour former sur tel ou tel sujet, où les collaborateurs peuvent venir se former sur une compétence particulière. Et donc, c'est aussi ça qu'apporte une bonne société d'investissement. C'est pas simplement du capital, c'est qu'on va lui donner toute la liste des startups dans son secteur qui pourraient l'intéresser et qui pourraient l'aider à upgrader sa façon de faire ou développer un nouveau métier ou tout simplement optimiser un process, etc. Et en fait, on les nourrit intellectuellement et on les nourrit d'informations qu'ils n'ont absolument pas le temps d'avoir. Et donc, moi, le message que je passerais à un entrepreneur qui se dit « Moi, j'ai envie de grandir, mais j'ai pas du tout envie d'avoir le loup dans la bergerie », il faut bien choisir le fonds d'investissement qui va venir à ses côtés, se dire que je vais peut-être pas choisir le plus 10 ans, celui qui tiendra compte aussi de mon enrichissement à moi, parce que c'est important aussi. C'est-à-dire que les fonds d'investissement qui respectent les entrepreneurs en disant que c'est normal
qui gagnent de l'argent quand ils revendent et tout ça. Ça, je pense que c'est aussi... nous, on est très soucieux de ça. C'est que les entrepreneurs aient aussi un juste retour du risque qu'ils prennent et de l'énergie qu'ils mettent à la croissance. L'agressivité sur des liquid prêts ou des choses comme ça. Et tout l'accompagnement. Nous, on a des operating partners qui se dédient à aider l'entreprise à mettre sa RSE en place. Quand on est une PME, faire tout ce qu'il faut pour l'ESG et répondre à la fameuse CSRD qui va venir, c'est un enjeu majeur, ça demande beaucoup de temps. Nous, on va mettre des équipes qui vont les aider à trouver le bon partenaire, à le mettre en place, etc. On a des experts sur la décarbonation qui va aussi les aider à comprendre et ensuite les mettre entre les mains des bons opérateurs pour faire la transformation de la façon dont ils produisent. On a des experts de ressources humaines. On a des experts qui vont les aider s'ils veulent créer un fonds de dotation sur une cause précise qui peut embarquer l'ensemble de leurs collaborateurs et la data, et l'IA, etc. Donc, c'est vraiment ce pool de compétences que les entrepreneurs qui ont ouvert le capital à Raise, en minoritaire, nous disent aujourd'hui. En disant, mais sans vous, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas vues, pas compris, et vous nous avez aidés dans notre croissance, pas simplement par l'argent, mais par les ouvertures que vous nous avez données. Et puis, il faut se dire une chose, c'est que le pouvoir a un peu changé de camp, quand même. Le private equity a été créé dans les années 80, où à l'époque, les fonds d'investissement, jusqu'à un certain temps, avaient un peu tout pouvoir, et voilà. Maintenant, les entrepreneurs sont extrêmement éduqués. Ils savent ce que c'est qu'un fonds d'investissement. Ils ont en plus des conseils qui leur expliquent la différence entre tel et tel fonds. Les conseils connaissent très très bien les psychologies, les stratégies, les attitudes, les personnes de tel ou tel fonds. Donc, et maintenant, les entrepreneurs, en tout cas ceux qui sont pas aux abois, ils reprennent un peu le pouvoir. Il y a un pouvoir de négo qui est meilleur. Ouais. Voilà, quand même bien meilleur. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ouais, donc ça devient, même pour l'industrie, un axe de différenciation et donc d'accès à des bons deals qui devient, et c'est très pour important. Ça qu'il faut être très différent des autres pour gagner un deal. Si on en revient à votre engagement personnel, vous vous qualifierez tous les deux de dirigeants engagés de la première heure, ou c'est une évolution? Est-ce qu'il y a eu un moment, une prise de conscience qui vous a fait dire, ok, maintenant c'est comme ça que je sais qu'il faut agir et voilà l'impact que je veux avoir, ou en fait depuis toujours vous étiez hyper engagé? On a fait la transformation chez nous, chez BDO, pour incarner une entreprise engagée, et vraiment par conviction. Et si je dois être honnête, moi, ça m'est arrivé sur le tard. J'ai eu un élément de prise de conscience qui m'a fait comprendre les enjeux. J'étais pas là-dessus à la première heure. Comment c'était pour vous? Moi, c'était vraiment un engagement. C'est pas de l'entrepreneuriat, c'était vraiment un engagement où j'avais, franchement, au fond des tripes, le souhait de faire quelque chose de différent au service du bien commun, tout en faisant un métier que j'adore, qui est de mettre cette énergie dans les entreprises et PME. Mais je crois que, bien sûr, on est des entrepreneurs tous les deux, mais j'étais un peu entrepreneur avant, et franchement, Clara, elle avait un peu cette mentalité aussi avant. Je pense qu'on est passé du stade d'entrepreneur à entrepreneur engagé. Et on s'est engagé quand même dans une voie qui était pas simple, franchement. De commencer en disant on va être minoritaire, on n'aura pas le pouvoir dans l'entreprise, on va être une société anonyme, donc et non pas un fonds d'investissement qui se liquide tous les 4-5 ans, on va être à parité totale et en plus on va donner 50% de ce qu'on gagne, mais il faut être débile pour commencer un truc comme ça. Et je crois que c'est la force de notre engagement et la justesse de la mission qu'on voulait se mettre entre les mains, Clara et moi, qui a fait qu'on a réussi au départ. Après, comme on a été entouré d'une équipe de vrais professionnels et de gens avec ce supplément d'âme magique qui fait que ça avance, mais c'est ça qui a fait les choses. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde au cœur de la maison. Oui, moi, à titre personnel, je vais pas répéter ce qu'a dit Gonzague, parce qu'il l'a très bien dit. Mais moi, j'ai pas commencé ma carrière dans l'entreprise. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique. Et pourquoi je me suis engagée dans la fonction publique? C'est parce que j'avais envie de servir mon pays. Donc, c'est toujours quelque chose qui était enraciné chez moi, qui était que j'avais envie que je puisse utiliser ce que j'avais entre les mains au service de quelque chose qui était plus grand que moi, mais qui serve le bien commun. Et ma dernière étape dans l'administration, ça a été d'être à la tête d'Invest in France. C'était vraiment cette idée de transmettre cet amour du pays et de démontrer que la France avait un potentiel économique. On connaît le potentiel culturel, le potentiel du luxe, etc., mais on connaissait pas bien le potentiel économique de la France à l'international, et c'était de le faire connaître et de le faire rayonner. Et quand j'étais chez General Electric, d'abord, c'était une entreprise qui s'occupait du bien commun parce que c'était la santé, c'était les transports, c'était l'énergie. Donc, c'était des choses tangibles qui aident des gens à mieux vivre. Mais surtout, mon rôle principal
entre autres, c'était de vendre la France à General Electric. Et on est passé de 10 000 salariés à 15 000 salariés en France. On a développé des activités en France, alors que tous les ans, il y avait un intelligent américain qui disait « il vaut mieux aller le mettre en Chine ». Et donc, mon rôle aussi, c'était et de le faire de façon totalement objectivée, en disant « ok, si tu veux le mettre en Chine, mais on fait les chiffres. Et on regarde. Et tu regardes où est-ce que c'est plus performant et tu verras, à la fin des fins, quand on objective les choses, sur des métiers qui demandent beaucoup de technologie et beaucoup de savoir-faire, la France est meilleure que ce qu'on imagine et ce qu'on lit, on lit dans la presse. Et quand, avec Gonzague, on s'est dit qu'on allait partir ensemble, on quittait tous les deux des fonctions très installées. J'avais un très bon salaire, j'avais des perspectives de carrière très intéressantes chez General Electric. Et Gonzague, lui, quittait Equistone, il était vraiment le pape du private equity en France. Et on avait envie de 3 choses. On avait envie, 1, d'être dans l'avenir, dans l'univers des startups, dans l'univers de ce qui est en train de se passer, de pas être dans le passé. On avait envie de créer cette alchimie magique et de démontrer que la générosité était un moteur économique. Et très honnêtement, on est parti, on s'est pas payé pendant 2 ans, on a monté des meubles Ikea, enfin, on a fait comme des entrepreneurs de 20 ans, même si on avait 20 ans dans notre tête, mais pas dans nos corps. Et il n'y a pas eu un jour où on a douté de notre choix. Pourquoi ? Parce que c'est le désir qui est passé avant le rationnel. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que quand on regarde, moi, souvent avec Gonzague, on rencontre des jeunes qui ont envie de créer des startups, qui ont envie de créer des entreprises. Et le message qu'on leur passe d'abord, c'est que ne te pose pas la question de savoir si tu en es capable, mais est-ce que tu en as vraiment envie ? Et qu'est-ce qui t'anime vraiment ? Parce que pour être entrepreneur, et le soir où on se couche, où c'est affreux, le matin on se relève et puis l'aube est là et on dit on va y arriver. Et donc c'est quand même, Gonzague dit souvent, c'est les montagnes russes, le métier de l'entrepreneuriat. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Walt Disney, c'est un créateur de génie. Il était là, il rêvait, il avait des rêves jusqu'à la lune. Et ensuite, il démolissait son rêve en regardant le rationnel. Et ensuite, il le bâtissait. Et notre époque oublie le rêve. On est d'abord tout de suite dans la critique et tout de suite dans on va quand même essayer de le faire. Je pense que nous, ce qui nous a animés, c'est que c'était notre rêve et on voulait l'accomplir, ce rêve. Et c'est vrai que Raise s'est beaucoup transformé par rapport à ce qu'on imaginait. Nous, on se disait que si on arrivait à lever 300 millions, on serait les rois du pétrole, ce serait juste génial et tout ça. Maintenant, on est à 2 milliards, on continue la croissance. Et cette fierté, c'est de se dire que, en fait, on a trouvé cette sauce magique qui fait que pas simplement nous, mais nos collaborateurs, les entreprises dans lesquelles on investit, croient à ce modèle. Quand on vous écoute et qu'on parle de Raise aujourd'hui, c'est une success story, c'est un magnifique projet, un véritable impact. Mais au moment où justement vous commencez à monter les meubles Ikea, entre ce moment-là et aujourd'hui, tout n'a pas dû être parfaitement linéaire et rose. Et il y a eu des moments où vous étiez pas loin du mur. Enfin, vous avez vécu, vous, en tant qu'entrepreneur avec Raise, des moments de difficulté, des moments où tu t'es dit peut-être qu'on s'est planté, ça va pas fonctionner. Est-ce que vous avez expérimenté ça vous-même dans l'aventure Raise ? Oui, parce que souvent on a été voir une centaine d'investisseurs potentiels. Il y en a qui nous ont dit non. Alors il y en a qui nous ont dit non de façon logique, compréhensible. Il y en a d'autres qui nous ont dit non de façon incompréhensible. Et quand tu as au fond de toi-même, au cœur de ton cœur, la profonde conviction que c'est la bonne formule, que c'est urgent, que le monde en a besoin, que le monde t'attendait, que tout ça, et que on te dit non, ça fait mal. Donc, on a eu quelques douleurs comme ça, comme tous les chèques. On a eu quand même une période de 6 mois à 12 mois où on savait pas si ça marchait ou pas. On avait à l'époque un grand cabinet d'avocats qui nous avait fait toute la structure juridique, à qui on devait 1 demi-million d'euros, et qui nous a dit, vous nous paierez que si ça marche. Donc la pression morale est quand même très très dure. Et d'ailleurs, on le remercie encore de nous d'avoir joué le jeu. Il a été payé. Et puis on a eu aussi des échecs de personnes. On a eu au début on s'est trompé mutuellement. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que je trouve que quand on regarde les startups, souvent les premiers associés, c'est pas forcément les derniers. Il y a souvent un petit blougli-blougla qui fait que ça pète au départ. Donc, je crois qu'on a eu les doutes de tous les entrepreneurs. Moi, il m'est arrivé, je suis sûr que Clara, c'est la même chose, de se dire à un moment, c'est dur. Mais c'est une chose de se dire, c'est dur, ça me gonfle,
que de dire je vais pas y arriver. Pour moi, je crois que c'est la même chose que Clara. Je ne me suis jamais dit je vais pas y arriver. Jamais, jamais, jamais. Parce que d'abord, j'avais la conviction et elle était partagée avec Clara. Et puis quand on est deux, c'est tellement mieux, franchement. Quand on a les emmerdes à deux, on te les partage. Et les joueurs, on se les partage aussi. Mais franchement, tout est mieux quand on est deux. Moi, je le dis souvent. Et franchement, je pense que Raise ne serait pas ce que c'est si on n'avait pas créé ça à deux, si on n'avait pas dans chacune de nos entités aussi des binômes. C'est à mon avis quelque chose à bien souligner. Mais jamais je me suis dit j'y arriverai pas. Et alors quand en plus à côté de moi j'avais quelqu'un qui me disait exactement la même chose et qui n'a jamais montré l'expression d'un doute sur la réussite du truc, je peux te dire que ça renforce la conviction. Justement sur ce management à deux, comment est-ce que vous avez organisé ça? Comment vous vous êtes répartis? Voilà, comment ça se passe concrètement? On avait envie de faire ce projet ensemble parce qu'en fait on l'a bâti ensemble, on l'a imaginé ensemble. Et on s'est fixé évidemment quelques règles, mais je crois que ce que dit Gonzague est très important, c'est que on a très vite compris que quand il y en a un qui est down, l'autre l'est pas. Et donc en fait, on se soutient l'un l'autre. Et surtout, le management à deux, ça a plein d'avantages. Alors d'abord, on est dans le même bureau et on a la même table. Donc on est assis à la même table. C'est une table qui est en éventail. On a chacun de notre côté et qui est aussi une table de travail où on peut se réunir à plusieurs. Et ce qui fait qu'on n'a pas toujours les mêmes rendez-vous. Mais si on a le temps, on va au rendez-vous de l'autre et tout ça. Donc tout ça est très fluide et surtout, on se parle tout le temps. Tout est hyper fluide. Ensuite, tous les matins, on se retrouve à 8h et on boit un café ensemble et on prend un quart d'heure pour se parler de tout, et même aussi de nos petits-enfants, de ce qu'on a fait dans le week-end, tout ça. Ce qui fait que c'est un temps pour nous, indépendamment du fait qu'on est dans le même bureau et qu'on se parle toute la journée. Mais c'est un temps de pause. Et puis, on s'est fixé quelques règles de conduite assez simples, qui est qu'on ne prend jamais une décision tout seul, même une qui a l'air anodine, parce que on se rend très vite compte que ce qui est important pour soi n'est peut-être pas important pour l'autre. Et ce qui est urgent pour l'un n'est pas forcément urgent pour l'autre. Donc, juste de se le dire, même si ça prend en fait 30 secondes parce qu'on partage le même bureau, c'est très important. Évidemment, on fait pas exactement la même chose. Gonzague est meilleur que moi sur certains aspects. Moi, je suis meilleur sur d'autres, qu'on se partage en fonction de ce qu'on aime faire. Mais on est tout le temps totalement au courant de ce que fait l'autre, pourquoi il le fait, et on en débat et on en discute. Et la magie de la chose, c'est que on pourrait penser que Gonzague et moi, on s'est choisis et que c'est pour ça que ça réussit. Mais la réalité, c'est que dans l'entreprise, tous les véhicules sont en binôme, un homme et une femme. Et si vous les interrogez, ils ne voudraient pas renoncer à ça. Parce que ça crée un mode de management basé sur le dialogue et le fait que quand vous avez des doutes, vous pouvez les exprimer tout haut. Ça nous arrive souvent, Gonzague et à moi, mais c'est vrai pour les patrons des autres véhicules, d'émettre une thèse et de dire exactement le contraire 5 minutes après. Et d'exposer tout haut les contradictions ou les doutes ou les oppositions, ça permet d'être tellement plus intelligent et de prendre une décision qui est plus claire, qui a vu aussi les conséquences et tout ça. Et comme on est très différents l'un de l'autre, on se respecte énormément, on connaît nos différences, on sait nos modes de fonctionnement différents. Et du coup, ça crée une grande richesse. Donc, nous, on est des grands promoteurs. En fait, on l'a fait parce qu'on voulait promouvoir la parité et que c'était plus simple de dire on fait un binôme à deux, on impose les binômes pour promouvoir la parité. En réalité, c'est devenu un mode de management qui est, je crois, personne dans l'entreprise aujourd'hui y renoncerait. Et si tu interroges l'entreprise, ils te diront, ils font tous les deux la même chose. Mais un jour, ils peuvent tous les deux ensemble. Un jour, il y en a qu'un qui peut et pas l'autre. Et un autre jour, l'autre est pas là. Je veux dire, on est complètement interchangeables. C'est très efficace. Et toutes les décisions, vous les prenez à deux. Il n'y a pas le risque qu'il y en ait un qui pense A, l'autre... Si, ça nous arrive. Ça nous arrive de pas être d'accord, mais dans ces cas-là, on débat. Mais discute. La plus petite et la plus grande, on l'a. Et très souvent, quand on n'est pas d'accord, on demande conseil, on en parle dans un cercle plus élargi, et en fait, aucun des deux n'a raison, mais il y a une troisième. Consensus Il y a une troisième option. Alors, on n'est pas dans la réunionnite aiguë, nous, pas du tout. Au contraire, justement, le fait d'être dans le même bureau, ça évite beaucoup de réunions. Pour les équipes, ça a été facile? Aujourd'hui, quand vous prenez Mathieu et Alexandra, qui sont le patron du fonds Invest, ils n'avaient pas le même âge, ils venaient d'univers différents, ils n'avaient pas du tout le même caractère.
au début, c'était pas forcément facile pour eux, mais ils sont vraiment en estime réciproque et ils veulent tout faire ensemble. Enfin, je pense que si on prend Aglaé et Serge, c'est la même chose sur le fonds Impact. Ils sont très différents. Il y en a une qui est une vraie locomotive, l'autre qui est plus le gardien de la maison, etc. Mais ils sont un tandem, mais indissociable. Et ils n'ont pas du tout envie de se séparer. Ça impose de bien connaître soi-même et de bien connaître l'autre. Ça impose aussi d'avoir beaucoup d'humour et d'humilité, de pouvoir rire de soi, de pouvoir demander pardon, de pouvoir s'excuser des maladresses qu'on peut avoir, des choses qui sont totalement humaines, mais qui font tellement du bien dans les relations. Et puis de dire les choses en face, c'est-à-dire dire là tu m'as énervé, bon, ça nous arrive encore maintenant que à la fin d'une réunion, Gonzague me dit tu m'as énervé, t'as trop parlé. Et d'ailleurs, peut-être en sortant de l'émission, il me dire que j'ai trop parlé. Sûrement pas. Ça impose aussi et surtout le fait qu'on écoute la contradiction. Parce qu'un patron, quand il est seul, plus écouter parce que on est tellement à décider tout et on vous demande tout le temps de décider, non pas votre avis. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de patrons à qui les collaborateurs viennent les voir en leur disant « Est-ce que vous pensez que ?» On vient plutôt voir les patrons en leur disant « Voilà, il y a le choix entre ça et ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Et nous, moi je suis contredit par Clara, je contredis Clara, et nous sommes contredits par... Quand on accepte la contradiction et qu'on l'écoute, ça c'est magique. Je pense qu'on a été plus loin et plus vite parce qu'on était deux. Ça doit quand même aussi enlever d'une certaine pression, même la solitude des dirigeants, j'imagine qu'on l'a beaucoup moins. C'est évident. C'est évident. Tout est mieux quand on est deux. J'avais eu sur le podcast l'ancienne présidente de la Redoute, oui, qui avait une relation là aussi quasi en binôme et qui effectivement le vendait très très bien et qui associait le succès de la Redoute à ce binôme. Oui. C'est amusant parce que j'étais samedi soir à un anniversaire et il y a un binôme d'entrepreneurs qui était là et ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir nous voir pour savoir comment on faisait. Parce que évidemment, l'homme avait décidé que c'était 60-40, que lui prenait telle décision et l'autre prenait telle décision. Et donc, en fait, non. Ouais, ça marchait pas. Ça marche pas. Ça marche pas si on se met, c'est comme dans un couple, si on se met à comptabiliser, t'as fait tant d'heures de ménage, tant d'heures de la vaisselle, ça finit nécessairement mal. Donc c'est vrai que nous, on est parti du principe que ce qui comptait, c'était Raise, l'avenir de Raise, que chacun apportait toute son énergie, son enthousiasme et sa manière de faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des sujets sur lesquels il faut respecter le fait que pour l'autre, c'est important et que ça peut le blesser, ça peut le déranger. Et ça, il faut en tenir compte. Moi, j'étais patronne de GE, j'avais été patronne de Invest in France, donc les journalistes m'avaient repérée. Puis j'étais une femme. Donc à chaque fois, les médias me demandaient à moi de parler de Raise et pas à Gonzague. Et en fait, c'est juste insupportable parce qu'on est tous les deux fondateurs. Donc on a mis une règle qui était qu'on venait à deux. Parce que justement, on est les promoteurs du management à deux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient tous les deux. Parce que, bien sûr, maintenant, ça nous arrive que Gonzague soit le seul à parler, moi aussi, mais au début, pour nous, c'était vraiment important de démontrer qu'il n'y en avait pas une qui était la vitrine et l'autre qui bossait dans les coulisses. Pas du tout, on bosse ensemble et chacun... En tête de gondole, t'es quand même plus efficace que moi. Ah, ça, je crois pas. En plus de ça, je suis totalement convaincue du contraire, parce que tu as fait plein de podcasts juste géniaux et on a juste, je pense, un mode d'expression qui est hyper complémentaire. Quelle est l'ambition? Vous voulez l'amener où, la société? Si vous vous en êtes fixé une. Alors, on s'en est fixé une. On a justement eu un séminaire de 2 jours avec nos principaux associés. En fait, la première ambition, c'est de rester dans notre couloir de nage, c'est celui du partage, de la philanthropie, de la bienveillance, de l'impact. Et de devenir un espèce de... toujours un écosystème numéro 1 sur tout ce qui est fonds de partage et fonds d'impact. On se voit avec des bureaux à l'étranger un peu plus nourris que ceux qu'on a aujourd'hui. On en a 2, un à Munich, un en Angleterre, et on en voit peut-être dans les pays nordiques, peut-être en Espagne, en Italie, etc. Là, je parle à 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on va faire le double de ce que je vais vous dire. J'en suis intimement convaincu. On se voit très novateur dans tout ce qui est fonds de partage. Investir pour l'enfance est un premier POC, Proof of Concept. On voit assez bien un autre fonds pour la recherche médicale, un autre fonds pour l'éducation, peut-être un troisième
pour l'insertion, parce que c'est des modèles qui marchent très très bien. Et là, nous serons les promoteurs de ce genre de démarche. Et puis, on a un sujet qui est, là, on a beaucoup parlé des operating partners. Nous, on a une petite avance là-dessus, c'est bon, on a des operating partners comme d'autres fonds en ont, mais on a aussi un outil qui s'appelle Raise Lab, qui est dirigé par Paul Janest et Joséphine, binôme, vous voyez, pour aider à l'innovation, que les startups aident les grands groupes à aller sur le terrain de l'innovation quand ils ont du sujet, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est une boîte de conseils qui conseille et les startups et les grands groupes pour innover sur des sujets particuliers. Innovation partagée. Voilà, c'est une innovation partagée. Et nous, on a l'intime conviction que c'est un outil superbe auquel on pourrait rejoindre tous nos prospects, tous nos experts, tous nos senior partners, tous nos operating partners, pour faire une espèce de vivier pour aller très en avance là-dessus. Vous imaginez bien que dans ces boîtes-là, l'IA est un sujet numéro 1. C'est un sujet que, à nos âges, on a du mal à appréhender beaucoup moins facilement qu'un jeune de 23 ans. Quand on a 45 ans, c'est un peu tard. Il faut avoir, voilà, un outil. Et on pense qu'on est un des seuls fonds qui a cet outil un peu bizarre, qu'on a créé un peu à côté et qui est en train de se rapprocher petit à petit et de nos activités et de nos équipes. Pour le dire de façon plus brève, nous, on se définit comme les pionniers de la finance engagée. On est aujourd'hui plutôt des pionniers de la finance engagée en France, même si plus de 55% des activités de nos participations sont à l'international, qu'on a investi aussi en Afrique du Nord et dans des pays européens. Ce qu'on voudrait à 10 ans, c'est être le pionnier de la finance engagée en Europe et pourquoi pas aussi dans les pays émergents. Peut-être aux États-Unis, mais ça sera pas tout de suite, pas avant 5 ans. Et avoir grandi. Parce que nous, on n'est pas du tout dans la course à la taille, mais l'impact, aujourd'hui, on est à pas loin de 300 millions, on est en train de lever un autre fonds de 300 millions. La logique voudrait qu'on soit à 10 ans à 1 milliard dans l'impact. Sur l'invest plus classique avec l'ESG, ça serait à peu près la même chose. Et sur la décarbonation, l'infrastructure et sur le venture, il n'y a aucune raison. On est aujourd'hui à un petit peu moins de 200 millions, qu'on ne fasse pas 500 millions. Donc on est aussi dans une logique de croissance, mais tout simplement parce que c'est naturel. Quand on réussit, on grandit et on est en train de passer à l'âge adulte et de devenir une plateforme. Aujourd'hui, on est un petit chez les grands et on va grandir pour devenir un moyen chez les grands et peut-être un grand chez les grands, mais toujours parce que nous sommes les pionniers de la finance engagée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vraie performance. La vraie performance, bien sûr financière, parce que on doit apporter la même performance que les autres, la performance opérationnelle, la performance de l'impact. Il faut savoir que sur l'impact, notre méthodologie, elle est à la pointe de la pointe. Elle s'appuie sur les ODD de l'ONU. C'est pour ça que la Banque de France nous a choisis, c'est pour ça que la Caisse des dépôts nous a choisis, c'est pour ça que les institutionnels nous ont choisis, parce qu'on a cette capacité à délivrer à l'euro près la performance environnementale, non financière, de l'argent qu'ils ont mis chez nous. Et on a passé 1 an à travailler sur cette méthodologie, on la perfectionne d'année en année, on a 3 personnes chez nous qui travaillent là-dessus. C'est ce qui drive aussi le fait qu'on peut aider nos participations sur la CSRD, sur les critères ESG qu'elles doivent remplir et qu'on les aide et qu'on les fait gagner du temps et aller plus vite. Mais ça, c'est un driver important. Et ce que disait Gonzague tout à l'heure, qui est essentiel, c'est que le 3e pilier sur lequel nous, il faut qu'on aille et qu'on voudrait aller plus vite que les autres, c'est tout ce qui concerne la data, l'IA, à la fois pour transformer notre propre métier, mais pour accompagner les participations qui n'ont pas, encore une fois, les moyens de savoir très exactement qu'est-ce qu'il faut choisir et comment il faut le choisir et tout ça. Donc, quand on dit qu'on veut rester les pionniers de la finance engagée, c'est cette espèce de vigilance sur ce quoi le monde a besoin demain. Pas pour être plus gros, pas pour être le plus riche, mais pour être meilleur et utile. Et l'une des raisons de notre succès aussi, c'est que dans la partie philanthropique de Res Sherpa, dans notre fonds venture et Seed for Good, et dans notre fonds d'impact, on a investi dans des entreprises qui ouvraient des nouveaux champs parce qu'elles s'intéressaient aux handicapés, parce qu'elles s'intéressaient à l'environnement, parce qu'elles s'intéressaient à la biodiversité, parce qu'elles s'intéressaient à des champs
pour lesquels les entreprises classiques pensaient que c'était pas possible de faire de l'argent. Et nous, on a investi dans ces entrepreneurs et entrepreneuses. On a aujourd'hui chez Sherpa 30% d'entrepreneuses. On est les seuls à arriver à accompagner 30% de femmes. Et on a investi dans cela parce que, justement, ils ont compris avant tout le monde que ça ouvrait un autre champ des possibles et que c'est pas parce qu'on adressait un sujet qui est essentiel pour le bien-être de la planète et le bien-être de l'humanité qu'il était nécessairement associatif, qui coûte de l'argent, etc. Au contraire, c'est bien de faire une entreprise rentable dans un secteur qui apporte du bien à l'humanité, que ce soit pour préserver la planète, que ce soit pour préserver la biodiversité, que ce soit pour préserver la santé ou que ce soit pour préserver les plus fragiles d'entre nous. Nous, on a cette conviction que les entrepreneurs qui vont sur ces champs-là, peut-être que au départ, ils ont une rentabilité qui est un peu moindre parce qu'il faut le temps qu'ils démarrent et tout ça, mais que comme ils adressent ce qui est essentiel au monde, c'est eux qui vont gagner. Ce serait pas d'ailleurs le secteur majeur, enfin l'entrepreneuriat d'impact, c'est pas le principal levier pour l'entrepreneuriat. Mais bien sûr, l'évolution de l'entrepreneuriat, il y a eu la tech énormément. Est-ce que demain, c'est pas justement cet entrepreneuriat-là ? C'est les deux, c'est-à-dire c'est la tech au service de l'impact. Et nous, on a à la fois dans nos véhicules d'investissement dans le venture et chez Sherpa, 60% des entreprises qu'on accompagne sont des entreprises natives impact. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas de l'impact, mais elles ne sont pas dans un secteur à impact, c'est ça que je veux dire. Un commentaire juste sur la croissance et l'impact. Je veux dire, si je fais 5 millions d'euros dans mon secteur, mon impact, j'ai beau être extrêmement vertueux, mon impact concret, il sera très limité. Donc finalement, si je veux réellement réaliser ma mission et atteindre mes objectifs, il faut quand même que je sois gros pour avoir cet impact-là, si je suis convaincu que la manière dont moi je fais mon métier est la bonne manière. C'est tout à fait la bonne démarche et on a exactement la même. Nous, si on a envie de grandir, c'est parce que d'abord c'est un métier qui pousse à la croissance, parce que comme on rembourse les fonds qui nous sont confiés, il faut bien en trouver d'autres. Mais je pense que l'ensemble des associés et collaborateurs de Raise ont envie de grandir pour être plus utiles au bien commun et avoir une efficacité plus grande sur l'impact. Et non pas pour avoir plus de fees, pour appeler un chat un chat. Je pense que on a été des générations de JP. Et encore une fois, je pense qu'elles ont été extrêmement utiles parce que ces fonds ont quand même aidé beaucoup d'entreprises et France Invest et tout le monde du private equity est globalement un outil merveilleux pour l'économie en général. Mais c'est vrai que on a eu quand même des générations de gens qui étaient plus orientés par les fees que par l'utilisation de l'énergie qui leur était confiée pour l'impact ou pour autre chose. Mais c'est en train de changer. Et nous, on veut rester, comme le dit Clara, les pionniers là-dedans. Je pense que nous-mêmes et nos équipes sont absolument convaincus que c'est parce que nous sommes les pionniers de la finance engagée qu'on va croître, qu'on va grandir. C'est que si on revenait dans le mainstream, on serait comme tout le monde, on n'aurait aucun élément différenciant. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui où les levées sont difficiles. C'est parce qu'on fait quelque chose de différenciant qu'on arrive à lever et qu'on répond aux besoins qu'ont les investisseurs de devenir plus à impact, de toucher la question de l'environnement, de la biodiversité, du social. Parce qu'aujourd'hui, ils en ont envie et besoin. Donc, j'espère que l'avenir nous donnera raison, mais on est très convaincus collectivement, puisque, encore une fois, on a eu un séminaire de notre équipe dirigeante, puisqu'on n'est pas 2 à diriger, mais on est 7 à diriger. On est absolument convaincus que le fait d'être innovant dans la finance, pour le bien commun, pour la finance engagée, c'est un moteur de croissance. Et la vraie question, c'est pourquoi grandir ? Grandir justement parce que ça donne du sens. Pour le sens, et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que grandir pour grandir, au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est l'histoire du pêcheur et de l'Américain sur la plage, où l'Américain lui explique que tu pourras acheter un 2e bateau, tu pourras avoir un 3e bateau, et après te reposer l'après-midi, et le pêcheur dit c'est déjà ce que je fais. Donc c'est simplement parce que on a quand même envie de se dire que c'est pas qu'on laisse soi-même une trace sur cette terre, c'est pas la question, mais c'est de se dire que les actes qu'on pose peuvent faire plus de fleurs que de béton, quoi.
Merci beaucoup pour ce moment de partage et d'échange. C'était particulièrement inspirant. J'espère, et vous me direz si j'ai convaincu ne serait-ce qu'un entrepreneur de venir taper chez vous et que ça contribuera à un succès entrepreneurial. Écoutez, j'en serais ravi. Merci encore à tous les deux, et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ta confiance. Merci. Gonzague. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode, parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.